Donc je sais pas s'il faut taper dans les mains. C'est la classe. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce format un peu inédit, confinement oblige. Aujourd'hui, on a le plaisir, la chance et l'honneur d'accueillir Jean-Pierre Diot, avec qui on va passer un bon moment. Et bonjour à tout le monde. Et j'ai 65 ans et je suis tombé fou amoureux du sport automobile à l'âge de 12 ans. Et j'ai eu la chance de faire ma carrière chez Oreca où j'ai passé 38 ans. Donc, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de faire des programmes très variés et de rencontrer des gens extraordinaires. C'est-à-dire que j'étais pensionnaire à l'époque, j'étais plus doué dans les champions, les virages, voire sport auto, pour reconnaître les casques des pilotes, je les connaissais par cœur. Et au lieu de bosser pendant mes études du soir, je regardais plutôt virages et champions. Et en fait, je suis tombé amoureux comme ça. Et je crois que ma première course que j'ai vue au Mans, c'est le Grand Prix de France, le seul qu'il y a eu en F1 en 67. 67. Ouais. C'est ma première course que j'ai vue. Et Voilà. mon idole courait, c'était Jim Clark. Et j'étais con, je suis même pas allé le voir. J'étais comme un fou. Et on avait, ce qui était bien à cette époque, c'est qu'on avait accès dans les stands. Mon frère étant commissaire au Mans, il avait des entrées, on y allait gratuitement. On pouvait avoir des autographes des pilotes, on pouvait quasiment toucher les pilotes. Et donc toi, tu fais du latin, des langues. Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu arrives à faire de la mécanique du coup? Disons que je dois tenir ça de mon grand-père qui a eu les premières voitures. Juste après les voitures à cheval. Et en campagne, il a eu les premières voitures, il a eu les premières motos. Avec mon père, ils étaient un peu mécaniciens sorciers, ceux qui réparaient sans avoir le panonceau du garagiste, mais ils bricolaient énormément dans leur voiture, en fait. Et je dois tenir ça de cette génération-là. Et mon frère, qui m'a beaucoup emmené au Mans, était mécanicien à la base. Mais du coup, tu fais quoi? Seconde, première, terminale, je sais pas, tu vas jusqu'au bac en littéraire et ensuite tu dis ok, bon, maintenant que j'ai mon bac, je fais ce que j'ai envie de faire. Ah non, la grosse erreur, si tu veux, stratégique. Non, c'est du jour au lendemain, j'ai dit à ma mère, je me fais chier à l'école, franchement, et j'étais en seconde, hein, et je suis parti du jour au lendemain, sans avoir le bac. Et donc, t'es allé tout de suite postuler dans un garage? Apprenti dans un garage. Je te propose qu'en 3-4 minutes, tu nous refasses, comme ce que tu m'avais décrit par écrit, un petit fast-forward de ta vie, de ta carrière, ce que tu as pu faire, avec qui tu as travaillé, etc., que ça puisse te situer un peu pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Et puis, ensuite, tu nous expliqueras comment est-ce que on devient Jean-Pierre Diot. Ah non, il faut juste être passionné. Si vous voulez, j'ai commencé ma carrière, Hugues de Chonac m'a appelé un mercredi en me disant, un mercredi soir. Hugues de Chonac, je présente, hein, je précise, c'est le fondateur d'Oreca. Voilà. Il m'appelle, que je connaissais par journaux interposés. Pour moi, c'était déjà un demi-dieu. Il m'appelle un mercredi soir, il me dit, voilà, je monte un programme en rallye avec la M1 et Darniche. Est-ce que ça vous intéresse? Naturellement, j'étais déjà fou furieux de la M1 que j'avais vu rouler en Grand Prix, avant enlever le rideau de Grand Prix. Et donc, j'ai commencé ma carrière sur la M1 en rallye. Avec la première année, on a eu Darniche en 82. Et 83, 84, on a eu Béguin. J'ai fait 3 années de M1. Et puis ensuite, on s'est dirigé. J'ai touché une voiture extraordinaire dans un premier temps, c'est la 205 T16. On est parti faire le championnat d'Allemagne des rallyes en 85 avec un Suédois extraordinaire, un pilote fantastique, mais malheureusement, il s'est grillé en championnat du monde. C'était Kalle Grundel. Il gagne 9 courses sur 10. D'accord. Ah, incroyable. Et est-ce que tu peux nous parler de l'auto en question? Parce que tu nous as dit que c'était une Lada. Oui. Et on imagine mal une Lada sur le Dakar, mais c'était une Lada un peu particulière quand même. Oui, tu as entièrement raison. En fait, c'était via Jackie et qui avait gagné le Dakar sur une Porsche.
Et en fait, cette Lada-là a repris la mécanique de la Porsche. Ah oui. C'était la 959 ou? Ouh Ouais. là là, attention, Oui. j'ai peur de te dire des bêtises. Oui, je pense que oui, mais le type Oui. même de la Porsche, je m'en rappelle plus exactement. Et en fait, on a Et donc, ils avaient foutu le moteur de la Porsche dans le Lada? Oui, en fait, non, c'était, si tu veux, on a fait un châssis tubulaire, on a imaginé un châssis en tube, on a repris les suspensions de la Porsche et la mécanique. Et donc, du coup, quand est-ce que tu arrives en endurance? Ben, ma première participation au Mans, c'est 91. Ouais. Ah ouais? C'est un truc un peu fou. Mais j'ai appris à perdre les années d'après, les années Viper. Ah, ouais. Et en fait, c'est ça qui est incroyable dans l'histoire Mazda, c'est que nous, nous, on était un peu. En fait, la culture de Hugues, c'est de gagner, de courir pour gagner. Donc, quand tu es au départ, ça doit être pour gagner. Et avec la Mazda, franchement, nous, on faisait rouler une 787 dans le championnat. On n'avait pas du tout l'arme pour gagner, puisque à l'époque, on était hyper dominé par les Mercedes, les Jaguars. Et donc, on était. Je pense qu'on se dit l'année 91, ça va être filmé, on va ramasser. Et en fait, le truc un peu fou, la seule course qui peut arriver, qui peut masquer un peu le manque de performance, c'est exactement Le Mans. Ouais. Et Le Mans avec la 787B, nous on alignait une 787, donc un peu moins performante avec les freins acier, alors que la B elle est carbone. Et il mettait le classement de la B sur une feuille de papier au mur, je me rappelle. Donc la B, elle a dû partir 10e, la 57. Et puis au fil des heures, il mettait les feuilles les unes causées derrière les autres. Et on voyait la courbe qui partait comme ça. À 10 heures du soir, on se dit, mais oh les cons, mais ils arrivent dans les tops. Déjà, ils sont dans les premiers. Et au fil des heures, on la voyait. Puis à un moment, elle s'est retrouvée dans les 3 premières. Mais on a dit là, ils peuvent gagner. Un truc incroyable. Alors que, et il y avait, je pense qu'il y avait qu'eux qui y croyaient. Nous, on était un peu défaitistes, enfin, ou réalistes. Et eux, ils y croyaient. Et un truc incroyable au Mans, j'ai revécu ça avec la LMP2 05 en 2015 avec KCMG. Il y a eu beaucoup de similitudes dans ces courses-là. C'est qu'ils sont restés dans le fond du box. Il n'y avait personne en bord de piste. Personne en bord de piste. C'était un truc incroyable à l'époque. Jean-Pierre, si tu devais, parce que du coup, 38 ans chez Eureka, tu as dû en voir passer des pilotes. Oui. Je sais que tu as une admiration assez particulière pour Jackie. Oui. Est-ce que, entre autres, X, donc je veux bien que tu nous parles de lui déjà, et sinon, est-ce que tu as eu des coups de cœur incroyables pour certains pilotes, pour la personne ou pour la, est-ce qu'il y avait des conduites qui étaient dingues? Est-ce qu'il y avait des capacités d'analyse qui étaient dingues chez certains? Est-ce que tu as quelques pilotes dont tu pourrais nous parler? Ah oui, mais là, je peux faire des jaloux. Bah, vas-y, fais. C'est déjà le cas. Non, mais dans les pilotes, ceux qui sont pas cités. Écoute, moi j'ai eu la chance d'avoir des pilotes extraordinaires parce que c'était tous des pros. Et Hugues, la grande force de Hugues, c'était plutôt de trouver des pilotes jeunes mais talentueux. Donc, tous ceux que j'ai connus étaient bourrés de talent. Si tu veux, après, tu as des différences dans l'humain. Le dernier pilote qui m'avait marqué, où tu sens que le gars, il est différent un peu du lambda, je peux citer, c'est Lapierre. Et Lapierre, tu l'envoies dans la saline sur le Ricard quand tu sais que la ligne droite, elle est putain de monstrueuse et que tu prends une sacrée Vmax dedans et qu'au bout, tu as Signe là-bas. Je t'assure que quand il te parle, il monte dans la voiture, il parle à Linger, tu as l'impression qu'il est assis dans le canapé de sa maison. Mais c'est un truc incroyable. Le sang-froid qu'il a, tu te dis, ouf, lui, il a du potentiel. Parce que tu t'imagines, toi, moi, je monte dans la bagnole, si tu veux, je me mets à bloc, je me mets comme ça,
Je te sors pas une parole. Et puis je connais pas mal de pilotes dans des situations de course où ça touchait, où ils étaient vraiment en gros fight. Là, le mec s'énerve, si tu veux, et là, il pète les plombs et tu l'entends à la radio, quoi. Et on avait un Américain à Atlanta, à chaque fois qu'il passait le 7, il nous disait fucking corner 7 à la radio. C'était un mec qui passait son temps à parler dans les tours. Mais c'est ça le calme des pilotes, ouais. Donc là, la pierre, là-dessus, c'est vraiment ce que tu as retenu sur d'autres Non, grands mais pieds. Enfin, X, il est quand même incroyable. X, ce serait quoi? ah, Jackie, c'est une main de fer dans un gant de velours, si tu veux. Jackie, il nous cassait en deux en 3 mots. Il utilisait 3 mots, 3 mots. Mais alors, tu étais pulvérisé. Il te pulvérisait la tête en 3 mots. Par contre, après, tu as plein stade de pilotage. Hein. C'était dans ses dernières années de pilote, donc il avait quand même de la bouteille. Mais c'était un mec vraiment génial, qui adorait l'Afrique. C'est un mec qui est fou d'Afrique, il est très proche de la nature. Et puis c'est quelqu'un d'humain, c'est un gars, qui sait t'écouter, en fait. Il se met à ta hauteur. Il sait t'écouter, il a une attention particulière pour ce que tu lui dis, tu vois, c'est quelqu'un de très humain. Et juste un peu derrière Jackie, je mettrais Guy Fréquin. C'est pas la même personne, en fait. Moi, où j'adore Jackie, j'osais pas lui dire au début, mais j'avais des posters de lui dans ma chambre sur la BT29 au Nürburgring sur la Brabham quand il décollait des 4 roues. Jackie, c'était un peu mon idole. Et je lui ai dit, tu te rends compte, Jackie? J'ai dit, j'avais des posters de toi quand j'étais gamin. Et puis, il dit, là, je peux te toucher, je peux te parler et tout. Pour moi, c'était un truc extraordinaire. Pour moi, c'est une légende vivante, ce mec. Il a roulé dans tellement de voitures différentes. Maintenant que je suis en historique, je vois un peu comment sont fabriquées les voitures. Mais attends, c'était de la folie ce qu'ils avaient. Les F1 avec les réservoirs entre les jantes, c'était complètement débile. C'était des bombes roulantes, ces voitures. Et ces mecs-là, lui, il a connu plein d'accidents. Et c'est un miraculé, mais et des voitures extraordinaires. J'aimerais lui demander dans quelle voiture il a pris plus de pied à piloter.